Paul Biya prescrit l'amélioration de la production locale pour atteindre 4,6% de taux de croissance au Cameroun. C'est une indication contenue dans la circulaire orientant la préparation du budget 2023. Lundi 5 septembre, c'est jour de rentrée scolaire pour le compte de l'année 2022-2023. Au Cameroun, le gouvernement dit que tout est fin prêt pour une rentrée scolaire effective. De l'autre côté, l'OTS, le mouvement des enseignants, on a trop supporté. Il dit niet, rentrée scolaire à boycotter. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la rétrospective de l'information sur Canal 2 International pour nous entretenir durant les 52 minutes pour ce rendez-vous dominical. Nous avons le bonheur de recevoir sur ce plateau David Kuata, expert financier, consultant CEMAC. David Kuata, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de la rétro. Merci infiniment. Alors, avec vous, on va parler des finances, on va parler de fiscalité, on va parler de taux de croissance, de politique de sport, mais un peu de santé. Vous avez le background et la surface intellectuelle nécessaire pour cela. Demain, c'est jour de rentrée scolaire. Vous, en tant que parent, comment est-ce que vous appréhendez la journée de demain? Comment est-ce qu'elle pourrait se passer selon vous? Comme tout parent, je reste un peu stupéfait. Pas parce qu'il n'est pas préparé à la rentrée, mais tout simplement parce qu'à chaque rentrée, les parents se comportent un peu comme si eux-mêmes, ils étaient encore des élèves ou des étudiants. C'est-à-dire? Donc, il y a un peu une certaine empathie par rapport à nos enfants. Mais le parent doit faire son devoir, le gouvernement va faire le sien. Ouais. Et également les enseignants doivent faire le leur. D'accord. Ces mouvements de boycott qui ont été annoncés en dépit des mesures gouvernementales qui ont été prises, des réunions, des concertations intergouvernementales qu'on a observées ça et là, ça douche un peu certaines inquiétudes quand même? C'est certes une inquiétude, mais je pense que finalement on doit s'entendre. Nous sommes sur le terrain de l'éducation de nos enfants. D'accord. Alors par rapport à l'éducation des enfants, c'est le Cameroun de demain. Donc je pense que le gouvernement et les syndicalistes et les enseignants doivent s'entendre. Au demeurant, il faut rappeler qu'il y avait un certain nombre de revendications, d'après les informations que j'ai suivies, ça et là. Il y a un certain nombre de revendications qui ont trouvé des solutions, Oui. mais les enseignants auraient souhaité que par rapport à la promesse du gouvernement, que les différentes solutions soient implémentées définitivement. Je pense que les tentations sont en cours et tous les parents souhaitent que la rentrée se fasse sainement. D'accord. Et d'après les informations que nous avons glanées auprès des manifestants mouvement OTS avant d'entrer dans ce studio, il nous a été rappelé que le gouvernement en matière de revendications financières a réussi à faire 1% et il reste par exemple le statut de l'enseignant et l'avancement automatique. Donc on vous a compris, les choses sont en train d'aller progressivement. On va rencontrer les parents retardataires dans la préparation de ce rendez-vous annuel, mais également les enfants des soldats qui sont tombés au front pour défendre la patrie. Ils n'ont pas été oubliés. L'administration s'est chargée de donner justement des fournitures scolaires à leurs enfants, ces orphelins de la patrie. Reportage. Ces enfants, près d'une centaine, sont des orphelins de l'armée camerounaise. Ils ont perdu un de leurs parents au cours des opérations de défense de la patrie. 2 à 7 ans pour les uns, 11 ans et plus pour les autres. Ce jeudi, à la cour d'honneur du poste de commandement RMIA 2 de Douala, ils reçoivent des kits scolaires constitués de fournitures et autres matériels didactiques au titre de l'année scolaire 2022-2023 des mains du général de brigade aérienne Eba Benoît Bédé, commandant de la 2e région militaire, du général de brigade Ekongwese Divine, commandant de la 2e région de gendarmerie, du comsecteur numéro 2, le colonel Zameyomba Richard, entre autres, de quoi réconforter ses enfants. Le gouvernement n'a pas oublié les orphelins qui sont aujourd'hui à la rue, qui permet en sorte qu'ils n'oublient pas ce que le parent a fait. Le gouvernement a pensé à nous, ils ont pensé que nos parents sont morts, ça fait déjà des années, donc je suis très heureuse. Je suis navrée que mon père soit mort, mais je reste avec ma mère et ma famille. L'administration est là pour me garder, donc je suis fière. Cette action initiée par le chef de l'État, chef des armées, matérialisée ici, contribue à assurer l'avenir de ces orphelins et de témoigner l'assistance permanente des forces de défense et de sécurité
auprès de ces derniers. Ces bouts de choux peuvent entamer la rentrée scolaire du 5 septembre prochain en toute sérénité. L'horloge de la rentrée scolaire 2022-2023 tourne déjà et la pression monte chez les parents. Pour certains, cette rentrée arrive comme un cheveu sur la soupe. C'est le cas de Maman Justine qui, en plus de ses enfants, doit encore apprêter les fournitures scolaires de ses petits-enfants. Vraiment, nous n'avons même pas encore rien fait. On ne pense même pas encore ce qu'on pourra faire pour la rentrée pour nos petits-fils. Parce que vraiment, le dehors est dur. Comme elle, ils sont nombreux ces parents qui jonglent encore pour pouvoir apprêter le paquet minimum pour leur progéniture d'ici le jour J. Mes enfants particulièrement sont anciens dans leur établissement, donc ils partent d'abord comme ça. On va gérer la pension progressivement avec l'économie. Donc on achète peut-être d'abord les tenues, chaussures, cahiers. Et ils peuvent donc partir à l'école le matin, lundi matin. Le reste là, progressivement. Je ne suis pas encore prête, donc j'attends encore l'argent pour le nécessaire. Peut-être ça peut changer à la dernière minute. Tout de même, d'autres parents, eux, pour éviter le stress et les tracasseries de dernière minute, ont entamé les préparatifs de la rentrée bien avant. Autrement dit, depuis le début des vacances. Du côté de la scolarité, pour ma part, c'est OK. Et voilà, mais les autres aspects, ce n'est pas encore complètement fini. Bon, on se dit quand même qu'il y a quelque chose qui est déjà fait à ce niveau. On n'attend pas le mois de septembre pour préparer la rentrée. Les enfants ont pris les bulletins, on a vu le travail qu'ils ont effectué automatiquement. On prépare déjà l'autre rentrée. Ça fait que quand septembre arrive, on est déjà prêt parce que ça ne nous surprend pas. En voilà une astuce que les parents peuvent adopter pour les rentrées à venir. En attendant, il faut continuer à mouiller le maillot pour le 5 septembre prochain. Retour sur ce plateau, vous venez de vivre ce reportage de l'île Piéjou qui présente les orphelins des militaires tombés au front justement. Quelle rentrée scolaire escomptez-vous dans les régions en crise au Cameroun, notamment le nord-ouest, le sud-ouest? Je voulais vous dire que je suis particulièrement affecté que nos soldats aient perdu leur vie en défendant notre pays contre la division. Et je pense qu'il faudrait, si chacun a la possibilité d'aider ses enfants, ne serait-ce que dans la prière, de penser à eux. Parce qu'ils ne savaient pas qu'ils devaient perdre leurs parents. Et ceci dit, je pense qu'il faudrait que, de part et d'autre, qu'on puisse avoir des discussions et qu'on trouve une paix. Parce que la colonisation nous a fait souffrir. On ne peut pas continuer à souffrir. Et je pense que tout réside dans le dialogue. Et je pense aussi que le gouvernement, en ce qui le concerne récemment, il y a eu une réunion par rapport à ces zones où il y a la guerre actuellement, le sud-est et le nord-ouest, pour voir dans quelle mesure les autorités pourraient rendre cette rentrée scolaire plus sécurisée. Je pense que les choses vont bien se passer et nous regardons avec beaucoup d'optimisme ce qui doit se passer. Ceci en dépit des coups de canon qu'on entend ça et là? Oui, des coups de canon parce qu'il y a des irréductibles, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que malgré la paix, il faudrait revenir à la table de négociation. Surtout que le Cameroun reste un et indivisible. Si nous nous appuyons par exemple au reportage précédent, on a l'impression que les retours à l'école comportent les mêmes problèmes. Les parents qui n'ont pas de moyens financiers pour préparer le retour de leur enfant à l'école, payer la scolarité, les fournitures scolaires, ça et là. Il y a les établissements qui manquent des infrastructures, tables, bancs, même les enseignants. Comment expliquer cette rengaine? Cela témoigne tout simplement qu'il y a des difficultés. Les parents ont des difficultés pour subvenir d'abord à la nutrition des enfants et ensuite pour leur éducation, pour payer les frais scolaires. Vous savez que en ce qui concerne les institutions privées particulièrement, l'écolage est devenu très très cher. À l'époque, un enfant pouvait fréquenter avec moins de 10 000 francs. Aujourd'hui, c'est rare de trouver des écoles qui coûtent moins cher. Et qui coûtent moins de 100 000 francs. Oui, bien sûr. Et même les lycées, les collèges et autres. Et les écoles primaires qui sont dites gratuites? Oui, ce n'est pas donné.
Et lorsque vous regardez de l'autre côté le pouvoir d'achat des parents, imaginez un parent qui a peut-être 4 enfants ou 5, 2 à l'université. C'est très très difficile pour ce parent de pouvoir faire face à toutes les dépenses. Parce que déjà il y a la nutrition, il y a les cahiers, il y a des livres, il y a un certain nombre de choses qu'il faut payer et ce n'est pas évident. Donc nous pensons qu'à chaque rentrée, les parents ont des difficultés parce que la vie continue à devenir plus chère. Et il y a quand même un paradoxe. On parle de politique contre la vie chère, nous sommes à la rentrée scolaire. Les lycées, à une certaine époque, étaient un lieu où on accueillait les élèves à des montants dérisoires, entre guillemets. Mais s'il faut payer l'APE 25 000 francs, il faut payer des frais supplémentaires qui varient d'un établissement à un autre. Et on observe ce même phénomène du côté des écoles publiques. Finalement, la politique contre la vie chère dans les établissements scolaires, ça s'opère comment? Je pense que ce qui rendait l'écolage plus cher dans les établissements publics, c'était les frais de l'APE. De façon fantaisiste, chaque proviseur fixait un montant. Mais je pense que depuis l'année dernière, le ministre a ramené à 25 000 francs les frais d'APE. Le plus grand montant parce que ça varie en fonction des besoins des établissements. Oui, oui. Voilà, donc 25 000 francs. Maintenant, il peut avoir des frais d'examen et d'autres frais supplémentaires. Mais je pense que tout tourne autour de 50 000 francs. Pour ceux du premier cycle et pour ceux du second cycle, c'est autour de 60 000 francs par enfant. Et pour un contexte ou alors pour des établissements qui sont dits sociaux, 60 000 francs, 50 000 francs, c'est pas toujours élevé. À la vérité, lorsque nous avons fait le CES à l'époque, on payait presque rien. Et ensuite, avec des bourses. Mais à l'époque, il y avait moins d'élèves. Il y avait moins de lycées. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le boom démographique a fait que l'État ne peut plus subventionner. Je vais vous informer qu'à l'époque, l'État subventionnait les établissements privés. Aujourd'hui, l'État ne subventionne plus les établissements privés. Et c'est pourquoi ces établissements ont augmenté les pensions. Peut-être on les subventionne à un montant pas aussi conséquent que cela. Pas un montant conséquent, mais il y a toute une chaîne. Parce que pour construire aujourd'hui, les matériaux sont très chers. Ce qui veut dire pour faire une salle de classe, ce n'est plus exactement le même prix qu'il y a de cela 25 ou 30 ans. Il y a un impact sur la pension, puisqu'il faut amortir les investissements. Donc il y a une corrélation entre les prix des matériaux de construction, la pension et autres dépenses qu'on fait au niveau des établissements. Mais l'essentiel, c'est que les enfants soient bien formés. Comment comprendre que les établissements qui ont été construits il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, à cette époque-là, le ciment ne coûtait pas ce que ça coûte aujourd'hui, les matériaux de construction n'étaient pas aussi onéreux. Mais ces établissements augmentent la scolarité au fil des années. Comment stopper ça? Je pense que l'administration pourra stopper. Parce que, en dehors de l'école primaire et secondaire, si vous allez à l'enseignement supérieur, vous allez découvrir des choses inexplicables, des pensions qu'on ne peut pas justifier, des frais de scolarité très élevés. Je pense que l'État, à un certain moment, il doit avoir les états généraux pour qu'on puisse essayer d'examiner et d'implémenter. A contrario, on augmente la scolarité, mais les enseignants du privé tirent encore le diable par la queue. On les a entendus à plusieurs reprises demander à être plus valorisés et que l'État même ouvre une brèche sur leur situation. Ils forment les enfants qui présentent les mêmes examens que ceux qui sont formés dans les lycées et formés par ceux qui portent le mouvement OTS. Ils ont une certaine rentabilité, un certain salaire, parfois le triple de ceux des collèges privés. C'est une injustice quand même, non? Ben écoutez, madame, vous allez constater que les établissements privés aujourd'hui sont plutôt des centres de commerce, je voulais dire. Lorsque vous regardez la pension et ce qu'on paye aux enseignants, ça vous donne des larmes aux yeux. Parce qu'en réalité, la pension est élevée, les enseignants sont mal payés, mal traités, et généralement, à partir du deuxième trimestre, ils ne sont plus payés. De l'esclavage à ciel ouvert. Des vacataires qui touchent 8, 9 mois. Pendant les vacances, ils n'ont rien. Du tout. Alors, il y a des enfants
qui ne prendront pas le chemin de l'école demain, lundi 5 septembre 2022. Et pour cause, ils ont pris le chemin de la délinquance juvénile. Il y a au moins 5 ans, il y a un phénomène tambour battant dans les grandes métropoles du Cameroun, singulièrement la ville de Douala. On les appelle les microbes. On parle également de ceux qui sont incarcérés à la prison centrale de Nouvelle-Douala, victimes de choléra. Reportage, nous revenons derrière pour le commentaire. Ici, l'ancien 3e à Douala, lieu par excellence de vente des téléphones, du matériel informatique et accessoires. Ce lieu marchand a reçu la visite des jeunes pilleurs en bande le 6 août 2022. 48 heures après, le premier canard boiteux de la bande sera rattrapé. À partir de son exploitation, les 11 membres du gang, on dirait le 11 entrant, sera dans la nasse. Avec le concours de nos informateurs et de la population, nous avons interpellé 2 jours plus tard, c'est-à-dire le 8 août, le nommé Djemessa Issa alias Nazer la débauche, présumé chef de ce gang. L'exploitant, nous avons mis la main sur ses comparses, ses complices dans cette opération. Donc aujourd'hui, nous avons pu interpeller 10 autres, ce qui fait au total 11. Ils sont passés aux aveux complets. Ils sont jeunes. L'âge oscille entre 17 ans pour le plus jeune et le vétéran du groupe n'a que 26 ans. Pour la plupart, des repris de justice. Ils manient si bien le couteau, poignard, machette et trafiquent également du cannabis. Plusieurs pays d'Afrique forment ce 11 entrants. C'est un groupe hétérogène constitué de Camerounais, de Nigérians, de Centrafricains qui pensent qu'ils peuvent s'aimer la terreur dans la ville de Douala. L'opération que nous avons menée s'inscrit dans la continuité des instructions de M. le délégué régional de la Sûreté nationale du littoral. Parce qu'en ce moment, près d'une quarantaine se trouvent déjà à la prison centrale de Nouvelle. Depuis ce pillage en bande, c'est la psychose à l'ancien 3e. Personne n'ose s'exprimer face caméra. Cet homme a eu les doigts taillés au passage des pilleurs. Et cette boutique reste fermée. D'où l'appel à la collaboration. Le phénomène des microbes dans la ville de Douala sème beaucoup de terreur et surtout beaucoup de peur auprès des populations. Mais nous tenons à rassurer la population. Nous tendons la main même à la population. Nous tendons la main à tous les citoyens de bonne foi de nous donner le bon renseignement. Nous allons les traquer, les interpeller pour que le sentiment de sécurité revienne au sein de nos populations. À Douala, la police est aux trousses des microbes, le répertoire est déjà dressé et la traque est lancée. Choléra à la prison centrale de Douala. La situation est sous contrôle en date de ce 1er septembre. Approchées, les autorités sanitaires de la région et celles de ce pénitencier assurent. Les mesures sanitaires d'urgence prises ont permis de maîtriser la maladie. Pour l'heure, seuls 5 cas sont en observation dans les 2 hôpitaux retenus pour la prise en charge. Il y a quelques jours, entre le 19 et le 27 août, des détenus ont trouvé la mort des suites de choléra, 2 au sein de la prison même, 2 à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala et 6 à l'hôpital La Quintini pour un total de 10 morts et 135 cas. Cette résurgence de choléra dans cet univers carcéral intervient alors que les pensionnaires avaient bénéficié des vaccins en avril dernier lorsque les cas et décès avaient été annoncés. L'on se souvient également que les ministres de l'eau et de l'énergie et de la santé étaient descendus sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Douala étant une ville endémique, la saison de pluie qui bat son plein et la promiscuité observée dans cette prison pourraient justifier cette résurgence de cas. Retour sur ce plateau avec vous, David Kuata. Douala est infesté depuis environ 5 ans par le phénomène de microbes. Ce sont des bandits opérant à main armée de l'arme blanche pour dépouiller les commerçants présents sur leur théâtre d'opération. Et il se trouve qu'ils constituent une internationale de gangs, de brigands, qu'on peut recruter dans l'essentiel des pays de la sous-région. Comment en est-on arrivé là ? La responsabilité partagée
Écoutez, lorsqu'on demande au niveau de la famille de respecter un certain quota, c'est à dessein. Vous vous rendez compte qu'il y a des parents qui sont incapables d'encadrer et d'élever leurs enfants et ils deviennent des enfants de la rue. Il y a des familles monoparentales où il y a 1 ou 2 enfants où on trouve aussi des brigands. Hein. C'est vrai. Cela signifie tout simplement que les parents n'ont pas bien encadré l'enfant. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que ces enfants volent? Souvent de la nourriture, de la bière. Donc en fait, ils ont faim. Lorsqu'on parle de brigands, ce n'est pas, en fait, sur le plan de la criminologie, ce n'est pas des brigands en tant que tels. C'est des délinquants qui ont faim. Ils dévalisent les boutiques de vente de téléphones portables, de vente emportée et bien d'autres choses. Ils prennent tout ce qu'il y a sur leur passage. Madame, il faudrait examiner sous le prisme de la criminologie. Puisqu'il est expliqué clairement que un seul jour ne fait pas d'un mortel vertueux un lâche incestueux, un perfide assassin. Ça veut dire quoi? Il y a de la criminogénèse. Ces enfants devraient être encadrés depuis un certain nombre d'années. Lorsque la famille ne peut plus les encadrer, l'administration doit les encadrer. D'ailleurs, à l'époque, au Cameroun, il y avait des centres de rééducation des enfants. C'est-à-dire lorsqu'un enfant devient un délinquant, lorsqu'il n'oublie plus ni à son tuteur, ni à son père, ni à sa mère, lorsqu'il ne vit plus suivant les codes sociaux, il doit être resocialisé. Parce que ces enfants qu'on appelle des microbes, ces bandits et délinquants, on peut les utiliser autrement. En Chine, par exemple, et en Inde, ces délinquants, on les envoie travailler dans des plantations ou dans des mines. Ils ont des salaires. Et ceux qui ne veulent pas travailler, il y a des paresseux aussi. C'est vrai. Ça dépend du type de travail qu'ils doivent faire. Vous savez que certains peuvent ne pas aimer faire un travail qui est difficile. Oui. Ils peuvent peut-être faire un travail de loisir, ils peuvent faire de l'art. Il y a tellement de choses à faire. Moi, je pense sincèrement que tous ces enfants qui vont dans la rue pour voler, pour agresser, on peut les resocialiser. L'administration peut trouver des moyens pour les resocialiser, pour les encadrer, pour qu'ils puissent aider ce pays, pour qu'ils puissent aider le pays à se reconstruire et non passer le temps à dévaliser. Vous avez vu ceux qui ramassent les bouteilles, vous avez vu ceux qui ramassent des morceaux de fer, vous avez vu ceux qui ramassent des ordures. Tout le monde s'en sort. Parfois, il faut observer notre société. Lorsque vous sortez, il y a d'autres qui vendent des fruits, il y a tout un tas de choses à faire. Maintenant, ces délinquants, il y a d'abord la paresse. Donc, il faut leur permettre d'apprendre, d'aimer le travail et ensuite les encadrer pour les resocialiser. 11 personnes dans un gang. Et parmi les 11 personnes, il y a au moins 4 ou 5 nationalités. Ça s'opère comment? Écoutez, je voulais vous dire que Douala, par exemple, est une ville cosmopolite. Il y a beaucoup de Centrafricains qui se retrouvent à Douala. Ouais. Parfois, ils viennent pour chercher du travail sans avoir le know-how. Donc, ils ne trouvent pas du travail. Sans formation. Sans formation. Ils ne sont pas encadrés et ils trouvent d'autres délinquants sur place. Vous savez, lorsqu'un délinquant arrive dans un quartier, il a au trop 30 minutes pour retrouver le point où se trouvent les autres. Là, on filme une chambre, là, on prend des stupéfiants et autres. Donc, c'est comme ça qu'il décide de créer une équipe comme une équipe de football pour voler, pour poser des actes criminels. Et que ce soit le Tchad ou la Centrafrique, lorsque vous allez dans le Nigeria. Le Nigeria, ça peut se comprendre. Parce que le Nigeria a une population d'environ 300 millions d'habitants. Mais la Centrafrique a environ 5,5 millions d'habitants. Ou bien le Tchad. On ne peut pas retrouver des délinquants. Parce que l'État aurait pu encadrer tous ces enfants. Est-ce que vous savez... Le Tchad, au moins, ça a 12 millions. Oui, le Tchad a environ 14 millions. Mais est-ce que vous savez que la Centrafrique a tellement de terres fertiles et tellement de choses à faire? Est-ce que vous savez qu'à Bangui, il n'y a que 3 boulangeries? Et que même en faisant une boulangerie artisanale, comme j'ai vu, que ce soit à PK12, que ce soit à Miskin, que ce soit à Bossangwa, que ce soit à Pétévo, à Bangui, les enfants peuvent bien se battre. Au Tchad également, ils peuvent faire un certain nombre de choses. Vous voyez des Sénégalais qui vendent du poulet et autres ici à Douala, ils s'en sortent, ils ont leur famille. Vous voyez des Maliens qui ont des boutiques et autres. Il y a un ensemble de choses à faire, mais ces enfants ont choisi la voie la plus facile, l'agression physique, la délinquance, et malheureusement, ça empêche aux populations du Cameroun de vivre paisiblement. Alors, le public est très souvent mis au courant quand ils sont arrêtés, mais presque jamais informés lorsqu'ils sont frappés d'une certaine sanction. On a envie de savoir parfois ce qui pourrait se passer entre les mailles de la police et la justice. Il y a trop de choses qui se passent. Vous savez, lorsqu'un délinquant est appréhendé, généralement, l'officier de police judiciaire mène ce qu'on appelle une enquête préliminaire. Ouais. Maintenant, lorsqu'on le présente au juge d'instruction, au procureur, il y a la possibilité
qu'on ouvre une information judiciaire ou bien qu'on le relaxe. Et comme cette procédure est secrète, le public n'est pas tenu d'être au courant de ce qui se passe. Chaque jour, au niveau de nos juridictions, il y a tout un ensemble de délinquants qui sont présentés au juge. Je peux vous dire que, au calme de sa conscience, le juge peut l'élargir ou pas. C'est-à-dire peut décider qu'il doit comparaître libre. Oui. Donc à ce niveau, il est très difficile pour nous. Au regard des dispositions du Code de procédure pénale, en ces articles 117 et suivants, oui, si le juge le relaxera ou pas. Et ensuite, il arrive régulièrement que ces délinquants aient une ou deux personnes qui présentent des garanties prévues par l'article 264 du Code de procédure pénale, qui viennent s'engager en disant qu'il doit comparaître libre. Et quand on dit qu'il va comparaître libre, au niveau du greffe, vous pouvez imaginer tout ce qui peut se passer avec le dossier et les pièces qui sont dans le dossier. Et à la fin, il peut être seulement relaxé. Pour soit fait non établi, soit parce que les pièces ne sont pas... Vous donnez là une partie de la réponse à ma prochaine question. J'avais envie de vous demander justement, David Kuata, ce que vous pensez des affirmations selon lesquelles ces bandes seraient coiffées par des personnes aux bras très longs qui arrivent à les sortir des griffes de la police et de la justice. En vérité, je n'ai pas la preuve. C'est des prétentions, c'est des supputations. Oui. Régulièrement dans les conversations, on entend cela à travers un syllogisme oratoire. Mais je n'ai pas la preuve qu'il y ait des personnes qui ont des bras longs. Toujours est-il que la plupart de ces délinquants ont quelque part un parrain ou quelqu'un qui veut bien les aider, qui peut soit mettre la caution, soit prendre l'engagement, et on le libère. Malheureusement, quand on le libère, il devait l'aider à se resocialiser et non le relaxer encore dans la nature pour qu'au lieu d'être un délinquant primaire, il soit encore plus fort. Parce que, regardez tout ce qu'on a de ces jours, c'est des repris de justice. Parce qu'une fois quand vous entrez à la prison, vous rencontrez certains nombre de délinquants, surtout ceux qui sont condamnés à mort, qui vous expliquent que poser des actes criminels, c'est une seconde nature. Et par conséquent, ils vous endurcissent. C'est-à-dire, vous vous inscrivez à l'école de la délinquance, comme les enfants qui vont reprendre l'école demain, et vous avez des formateurs en prison qui vous disent comment vous allez vous défendre, qui vous disent comment prochainement, quand vous allez agresser tel ou tel, comment est-ce qu'on peut éventrer un coffre-fort, etc., etc. Alors, vous donnez raison à ceux qui pensent qu'il y a une forme d'impunité, entre guillemets, qui justifierait la résurgence de ces cas de délinquance, de brigandage qu'on observe dans nos cités. Je ne parlerai pas de l'impunité. Je parlerai plutôt de la tolérance administrative. Il n'y a pas d'impunité. Ce n'est pas l'impunité. Ce n'est non plus un déni de justice. Mais j'aimerais qu'on repartisse. Les responsabilités. Voilà. Vous pensez qu'il y a impunité à un certain moment donné? Que certains sont coupables au regard des faits, mais du fait de certaines connexions, sont relâchés dans la nature et ils reprennent le même travail. Madame, lorsqu'on examine profondément le traité du droit criminel de Merlet et Victu, on comprend tout simplement que les magistrats qui sont censés appliquer ces textes, ils ont toujours devant eux une possibilité d'agir d'une manière ou d'une autre. Tout à fait. Selon leur conscience ou suivant un certain nombre de paramètres que peuvent vous expliquer ici. Parce que le juge rend la décision par rapport à sa conviction, à sa conscience. Et maintenant, il interprète la loi. Et en interprétant cette loi, vous voyez que dans la loi pénale, il y a deux volets. Pour que l'infraction pénale soit constituée, il faut deux éléments. Il faut l'élément matériel, il faut l'élément intentionnel. Régulièrement, l'élément matériel est là, l'élément intentionnel, le juge peut dire qu'il avait commis l'acte sans avoir l'intention. Et à ce moment, on peut le condamner avec sursis et le relancer. Alors, nous allons parler d'économie, de fiscalité, des impôts. À présent, en début de semaine, une circulaire du président de la République a été rendue publique qui oriente justement le budget en préparation pour l'année 2023 et dans le même temps, on constate des meilleures performances au niveau du fisc. Plus de 1500 milliards d'impôts collectés depuis le 1er janvier 2022. Reportage Lille Piéjou et le second porte la signature d'Arnaud Guefak. 3 sources de recettes pour converger à ce résultat de 1597 milliards de francs CFA. D'abord, les recettes non pétrolières. À elles seules, 1309 milliards de francs CFA au compteur. Les recettes pétrolières affichent près de 148 milliards et celles affectées aux collectivités territoriales décentralisées et autres établissements publics sont de 140 milliards de francs CFA.
Bonne affaire en 7 mois de collecte. Pour la même période de l'exercice budgétaire précédent, du 1er janvier au 31 juillet 2021 précisément, on était à 1299 milliards. 298 milliards de plus en valeur absolue, soit 23% en valeur relative. La comparaison des chiffres en détail montre 13,1% d'augmentation sur les recettes non pétrolières, 187% sur les recettes des sociétés pétrolières et 10,1% sur les recettes des collectivités territoriales décentralisées, bien au-delà des prévisions budgétaires. 31 milliards au-dessus des prévisions des recettes non pétrolières et 81,2 milliards de francs CFA de dépassement sur les recettes des sociétés pétrolières. Les 4 derniers mois de l'année budgétaire feront, on l'espère, le comble de ces prouesses. Dans cette entreprise traditionnelle artisanale basée à Douala ce lundi matin, nous retrouvons Lawrence. Depuis plus d'une vingtaine d'années, ce menuisier fabrique des meubles et autres équipements mobiliers. Sa clientèle se compte parmi toutes les couches sociales, à l'exception des administrations publiques. L'État ne nous passe pas la commande parce que oui, nous simplifie que nous sommes les locales, qu'on ne fait pas les bonnes choses. Paul Biya change la donne. La commande publique en biens et services doit être orientée vers la production locale selon la circulaire de préparation du budget de l'exercice 2023. Comme vous le savez déjà, en 2020, sur les comptes des finances publiques camerounaises, cela indiquait déjà l'importation du mobilier de bureau à plus d'1 milliard de francs CFA, l'importation du papier et des cartons à plus de 7 milliards de francs CFA. Et à partir de 2021, les travaux du gouvernement camerounais ont prescrit la mise en place de manière progressive de la commande publique vers la production locale en termes de mobilier de bureau. Production locale, oui, mais ces jeunes entrepreneurs sont-ils capables de satisfaire la demande? Les avis sont mitigés. Le Cameroun n'a pas encore totalement la capacité de satisfaire la demande locale. Déjà, il faut le savoir. Malgré que nous avons la matière première et nous avons la très bonne matière première, ce qu'il faut souligner aujourd'hui, c'est que ces jeunes entrepreneurs qui font dans la transformation du bois et ses dérivés, ils ont suivi des formations, mais il faut encore accentuer ces formations-là. Je pense que l'administration camerounaise est prête à utiliser le Made in Cameroun. Et sur le Cameroun, il y a des nations des techniciens qui sont bien formés et qui peuvent donner le meilleur d'eux pour satisfaire les commandes étatiques. Cette tendance d'importation des équipements mobiliers dans les administrations publiques semble se justifier par les tracasseries locales. Celui qui reçoit le marché public ne va pas courir derrière les menuisiers tous les jours. Il sait que lorsqu'il a passé sa commande dans un pays étranger, il attend sur place, on va mettre dans les cartons, on va venir lui le livrer. 2 ou 3 techniciens viendront faire le montage et puis c'est OK pour lui. Quoi qu'il en soit, si le Cameroun veut consolider son économie et accélérer sa transformation structurelle en 2023, tel que fixé par le président de la République, il est urgent pour chaque Camerounais de dérouler le tapis rouge au Made in Cameroun. Eh bien, le chef de l'État a constaté que l'administration camerounaise est très très séduite par les produits importés, notamment les mobiliers de bureau. David Kuat, dites-nous, à votre avis, comment inverser cette tendance-là? Pour inverser cette tendance, il faut que nous demandions aux fonctionnaires camerounais et à certains qui sont dans le secteur privé d'aimer leur pays. En fait, lorsqu'on dit qu'ils aiment les produits importés, ce n'est pas parce qu'ils aiment les produits importés. C'est qu'ils veulent surfacturer. Lorsque vous regardez les tables, les fauteuils qu'on a fait avec la poudre de bois, qu'on achète dans certaines boutiques non loin de vous ici. Assure. Voilà le terme. On préfère acheter une table à 1 500 000 francs. Alors qu'il y a des menuisiers ici sur place avec du bois massif et de bonne qualité qui peuvent acheter des produits pour utiliser ce bois et nous faire la table à 150 000 francs ou trop. Alors, on a quand même remarqué dès les premières années de l'avènement du renouveau, quand Paul Biya prend le pouvoir, dans les prescriptions économiques, il insistait sur une terminologie qui paraît récente. Pourtant, depuis 40 ans, il a dit « consommons ce que nous produisons et produisons
ce que nous consommons. Alors, la question est celle de savoir pourquoi, depuis 40 ans, cette prescription du chef de l'État est restée enjambée par les prescripteurs de crédit qui préfèrent importer. En 2020, par exemple, plus d'1 milliard de francs CFA ont été investis pour acheter le matériel de bureau. Ça fait beaucoup quand même, non, pour un pays de forêt comme le nôtre? Il y a tout un ensemble d'éléments. Mais au sommet, il y a la corruption, il y a la surfacturation. Ce n'est pas que les gens aiment importer des meubles, c'est qu'ils veulent surfacturer. En réalité, ils peuvent le faire sur place. Je ne pense pas que ces produits qui viennent de la Chine, de l'Inde, de la Turquie, sont mieux fabriqués. Et d'ailleurs, est-ce que le contexte climatique qu'il y a là-bas, c'est le même qu'ici? Je crois tout simplement que nous avons de très bons menuisiers tout le long de la route à Bonabéry, vers Villa, ici à Douala, à Bertois, à Yaoundé, à Olezoa, à Mimouman. Il y a du bois et il y a des techniciens qui peuvent traverser ce bois. Oui. Malheureusement, nous ne leur faisons pas confiance. Et ça vient s'inscrire dans ce que France Fanon, dans Pour nos masques blancs, essaie d'expliquer. L'homme noir ne croit pas en lui, il ne croit pas en ses potentialités, il ne sait pas qu'il peut faire de très bonnes choses. C'est le même bois qu'on a envoyé en Occident, qu'on ramasse de la poussière, on a ça pour nous l'envoyer. Mais puisqu'il y a ce concept que ça vient de l'Occident, les gens l'achètent, ils l'achètent très cher. Malheureusement, ça ne dure pas longtemps. Ça vient d'ailleurs. Oui, ça vient d'ailleurs. On a l'impression que l'herbe est très souvent très verte ailleurs. C'est une illusion, madame. Ok. Alors, il y a également un problème sur la qualité des produits locaux qui est très souvent remise en question par les utilisateurs pour justifier l'utilisation des produits importés. Mais à votre avis, est-ce que la qualité et le prix, au-delà du bois, il y a le riz, il y a les vêtements, il y a les chaussures, etc. Est-ce que la qualité et le prix des produits importés militent en faveur de cette volonté d'importer absolument? Je vais prendre le cas du riz de Ndop, le riz de Yagua, qui sont rares sur nos marchés, mais les ménagères vous diront c'est de très bonne qualité, mais ça reste très coûteux. Conséquence, on reste inondé par le riz asiatique de faible qualité, par exemple. Madame, c'est un problème d'information, de compréhension. En réalité, l'agriculture en Occident et en Asie est subventionnée d'abord, et ensuite, il y a des OGM. Est-ce que vous savez qu'entre 1999 et 2008, la Chine a séquencé le riz plus de 37 fois, c'est-à-dire plusieurs gnommes de riz et de maïs. Est-ce que vous savez que les maïs qui viennent de l'extérieur ne font même pas 60 jours, ne font pas 50 jours? Ce n'est pas des maïs de bonne qualité. Il y a des hormones. Est-ce que vous savez que les herbicides utilisés ont de l'influence et c'est ça qui donne la maladie aux gens qui consomment ces produits importés? Est-ce que vous savez que les engrais chimiques livrés par la société Monsanto et autres, est-ce que vous savez que les némacides qu'on utilise pour tuer les différents vers qu'il y a dans le sol ont une influence? Je voulais dire qu'il est mieux de consommer camerounais, il est mieux de consommer local et ça donne mieux la santé parce que nous avons des produits encore bio. Et ce qui est importé, c'est des poisons ambulants. Et je vais vous dire que du fait qu'il n'y a pas la certification des produits qui entrent en Afrique, au Cameroun, comme dans l'Union européenne, aux États-Unis, nous sommes devenus une poubelle, surtout sur le plan alimentaire. Ce qu'on a ici, c'est une poubelle et ça qu'on a. Il y a la Nord pour qui se charge de certifier, d'authentifier la bonne qualité des produits qui arrivent quand même, non? La Nord est une institution qui a bien cet objectif. Mais puisqu'il y a la contrebande, puisqu'il y a la corruption ambiante, est-ce que vous savez que l'essentiel des produits qui entrent au Cameroun ne passe pas par le port? Ça fait des pertes en termes de recettes aussi. Non seulement ça fait des pertes, ça fait que la qualité n'est pas contrôlée. Je vous parle de la nourriture, je vous parle des médicaments, je vous parle des boissons. Est-ce que vous savez qu'il y a des whisky que quand vous buvez seulement un demi-verre, vous restez sous pendant 2 semaines? C'est-à-dire que les fabricants n'ont pas tenu compte. Donc, c'est du vrac. Est-ce que vous savez que sur le plan du médicament, les véritables produits qui viennent de l'Europe n'arrivent jamais au Cameroun, mais c'est des produits qu'on a fabriqués dans certains pays de l'Asie du Sud-Est, qu'on appelle des génériques. Même pas des génériques de bonne qualité, parce que ces sociétés n'ont pas des licences. Je voulais vous dire honnêtement que aux États-Unis, la Food and Drug Administration vérifie tout ça. Dans l'Union européenne également, on vérifie. Chez nous, on vérifie rien. Les Africains gagneraient
à consommer local. Et par rapport à ça, je voulais vous dire que tout à l'heure, lorsque vous parliez du riz d'Indop, ça c'est un riz qui est cultivé naturellement. Et vendu au Nigeria, une bonne quantité est vendue au Nigeria. Bien évidemment. Si le prix est un peu plus élevé que les OGM qui viennent de la Chine et du Pakistan, de la Turquie et ailleurs, c'est tout simplement parce que ceux qui ont produit l'ont fait suivant les règles de l'art de façon naturelle. Malheureusement, nous ne comprenons pas. Alors, David Cotte, lorsqu'on parle de la production locale, on parle davantage de l'autosuffisance alimentaire. Les Camerounais consomment en grande partie du riz qui est importé, le blé qui est importé. Et s'il faut produire en grande quantité le taro pour avoir des tarolands, des macabolans, des plantainlands, ce sont des néologismes, il reste que la politique foncière, l'accès à la terre, reste une épineuse question, n'est-ce pas? On peut dire qu'il y a la politique foncière qui pose un problème, mais je vais vous dire, ayant visité particulièrement l'Adamawa et certaines régions du Cameroun, comme l'Est, nous avons suffisamment de la terre. C'est qu'en réalité, les gens veulent s'en accaparer. Si vous voulez de la terre juste pour cultiver, vous pouvez trouver la terre n'importe où au Cameroun. Les terres sont disponibles, nous avons suffisamment de rivières, on peut cultiver. Et je vais vous dire, que lorsqu'on parle du blé, le blé est de la même famille que le maïs, le sorgho. Ce qui signifie que le blé peut bien être produit au Cameroun. Et le riz, vous savez que c'est déjà produit au Cameroun. Donc, lorsqu'on parle de l'import substitution, le gouvernement camerounais souhaiterait que nous puissions produire localement. Nous avons les capacités de produire. Nous avons des gens qui sont des travailleurs, nous avons des terres et nous avons des rivières. On a tous les atouts pour produire. Mais ce sera sur le long terme. Certaines recherches qui ont été menées par le PNUD ont révélé qu'à l'étape actuelle, on pourrait se contenter de l'incorporation des matières comme le manioc, la patate, du riz dans du pain à hauteur de 20% seulement. À l'heure actuelle, la substitution des produits locaux au blé, ça reste utopique. C'est un projet sur le long terme. Madame, je veux vous dire que tout ce qui vient de l'ONU et de ces organismes, je ne crois pas trop. Ni les chiffres, ni tout ce qu'ils déclarent. Parce qu'ils s'enferment dans des bureaux feutrés, que ce soit à New York ou à Paris, ils donnent des chiffres qu'ils ne maîtrisent pas. Je vais vous dire. Ils n'ont pas des agents sur le terrain pour mener des travaux? Ils ont des agents qui donnent des chiffres fantaisistes. Je vais vous dire quelque chose. Pourquoi êtes-vous pessimiste par rapport à ça? Je ne suis pas pessimiste, c'est la réalité. Oui. C'est la réalité parce que l'Occident ne voudrait pas que l'Afrique puisse se développer parce qu'il n'y aura plus un marché. Est-ce que vous savez que la Turquie, il y a 25 ans, n'était pas au niveau actuel. La Turquie est actuellement la 15e puissance du monde. L'Iran est actuellement la 14e puissance économique du monde. Vous savez pourquoi? C'est des pays dont le relief est hostile. La Turquie, c'est un pays de montagne et autres, ainsi que l'Iran. Mais il y a eu une volonté politique d'implémenter sur le plan agricole des vastes plantations. Au Cameroun, on connaît déjà les bassins agricoles. La seule chose, c'est de faire comme au Nigeria. Actuellement, au Nigeria, on encourage tous ceux qui investissent dans le domaine agricole. Est-ce que vous ne constatez pas, madame, que actuellement, la tomate est suffisamment produite au Cameroun, tout le long des fleuves et dans les marais? Malheureusement, comme actuellement, la Guinée équatoriale et le Gabon cultivent aussi la tomate. Chaque samedi après-midi, il y a des vendeurs de tomates qui se promènent dans des quartiers pour vendre le cajou à 1500. Alors qu'on aurait dû les transformer. Et c'est ce que le chef de l'État camerounais, son excellent pour lui, a demandé. Dans l'impôt substitution, nous avons suffisamment de mangue, nous avons des champignons, mais on consomme juste pour 1 ou 2 mois. On n'a pas de moyens pour conserver, ça se détruit. Un peu comme lorsqu'il pleut et l'eau coule. En Chine, en Israël, on essaie d'emmagasiner cette eau pour l'utiliser à d'autres fins. Mais chez nous, quand l'eau coule, on rigole. Donc on a tout, mais on ne sait pas exploiter. Et la mécanisation de l'agriculture, où est-ce que nous en sommes? La mécanisation de l'agriculture... On produit à grande échelle. C'est un pan. Vous savez, en s'organisant à travers les GIC déjà, au niveau des régions, au niveau des départements, on peut déjà, par rapport aux surfaces, avoir des engins qui peuvent être mis à la disposition de ceux qui en ont besoin pour produire. Vous croyez que lorsque vous passez dans le Mbam, lorsque vous passez dans le Mungo, il y a combien d'engins qui travaillent
dans le bananeraies. Ce n'est pas aussi nombreux que vous croyez, mais c'est juste l'organisation. Moi, je pense sincèrement que sur le plan agricole, le Cameroun peut. La Turquie a 80 millions d'habitants. La Turquie exporte, ayant nourri sa population. La ville d'Istanbul a 13 millions d'habitants qui sont très bien nourris et on verse la nourriture dans les rigoles. Ça veut dire qu'on produit suffisamment. L'Iran, c'est la même chose. Madame, qu'est-ce qui nous coûte de produire les calebasses? Parce que les calebasses, les pastèques et tout ce qu'il y a de cette lignée-là peuvent être cultivés au Cameroun. Pourquoi on ne cultive pas? Est-ce que vous savez que l'Iran est le premier pays producteur de pistaches? Qu'est-ce que vous appelez le produire de pistaches au Cameroun? Est-ce que quand vous avez à s'aimer, vous êtes obligé de passer tout le temps de vie? Donc, il y a une question de volonté politique et un manque d'engagement. Est-ce que vous devez aller acheter le poireau et du poivron au marché alors que vous avez un vaste coût? Est-ce que pour avoir des légumes sur votre coût, vous avez besoin d'aller acheter au marché? C'est un problème de manque d'engagement. En Chine, toutes les familles qui ont des terres arables n'achètent pas tout au marché. On achète juste des compléments. Les légumes et tout le reste là, on peut les produire soi-même. Et c'est ce qu'il faut que ça arrive au Cameroun. Alors, pendant que le Cameroun court après un taux de croissance économique de l'ordre de 4,6%, la Côte d'Ivoire, qui a les potentialités pratiquement similaires à celles du Cameroun, tutoie quand même 9%. Qu'est-ce qui peut justifier cet écart? Je ne peux pas de façon très exacte vous dire pourquoi, mais beaucoup de gens parlent de la Côte d'Ivoire sans maîtriser la Côte d'Ivoire. Ouais. J'ai eu l'opportunité d'être en Côte d'Ivoire. J'ai visité les plantations de cacao. Est-ce que vous savez que presque tous les habitants des pays de l'Afrique de l'Ouest, où il y a des travailleurs, se retrouvent en Côte d'Ivoire et ont des terres pour cultiver? Est-ce que vous savez que dans les plantations, que ce soit à Gagnoa, que ce soit à Boaké, est-ce que vous savez que généralement ce n'est même pas des Ivoiriens? C'est des gens qui sont arrivés, comme les Centrafricains arrivent ici au Cameroun, ou ceux qui volent, ils sont recrutés dans les plantations pour travailler. Ils ont un salaire. Et ils peuvent avoir leur case, ils peuvent se marier, ils peuvent envoyer les enfants à l'école, etc., etc. Et ça améliore le PIB du pays. Ça améliore le PIB du pays parce que lorsque vous parlez de la projection d'atteindre 4,6%, ça ne sera pas sur du papier. Ça ne sera pas en s'enfermant pour faire des discours. Ça sera dans le travail, ça sera dans la production, ça sera dans l'activité. Parce que lorsque vous regardez les différents critères qui permettent de déterminer la santé financière et économique d'un pays, on regarde le PIB, on regarde le taux de chômage, on regarde le taux d'inflation, on regarde les différents taux directeurs. C'est tous ces paramètres qui permettent... Or, c'est le travail qui influence tout cela. Et les politiques, et les mentalités. Et les mentalités surtout. Et les mentalités. Parce que dans la conception des Camerounais, tout le monde veut travailler au bureau, avoir un poste. Est-ce que vous savez que une femme qui produit des cacahuètes et des caramels, qui le fait de façon régulière, même pas de façon industrielle, s'en sont mieux qu'une secrétaire? Est-ce que vous savez que les femmes qui vendent du plantain, pistache et arachide devant les banques touchent plus que les cadres? Vous n'avez qu'à voir au niveau des EMF, où j'ai l'habitude de faire des formations, la collecte journalière. Lorsque vous voyez ce que ces clients du secteur informel cotisent par jour à la fin du mois, c'est beaucoup. Entre-temps, le travailleur court après une avance sur salaire, donc le fondé de pouvoir va d'abord le traîner avant de mettre en place. Donc, cette production, cette atteinte de 4,6% projetée par le chef de l'État, son excellent Paul Biya, c'est dans le travail, c'est dans l'action. Chacun a son poste de travail. Il faut que les gens comprennent qu'ils ont un temps libre dans le travail qu'ils font. Ils peuvent faire aussi l'agriculture, ils peuvent faire l'artisanat, ils peuvent faire la sculpture. Il y a un ensemble de choses à faire pour viabiliser ce pays. Vous êtes formateur dans les EMF. On a eu l'habitude de vous rencontrer dans ces établissements de microfinance où vous formez les cadres de banque et autres. David Kuat, vous avez soulevé un pan. Ces femmes qui vendent devant les banques, devant les entreprises, c'est le secteur informel. Et d'après un rapport de l'Organisation internationale du travail, 90% de la population active y travaille. C'est dire que si on allait à la formalisation de ce secteur, on gagnerait plus ou alors on les maintient dans cet informel-là? Madame, depuis environ 10 ans, j'ai travaillé dans certains projets de la Banque mondiale, de l'IFC, où on cherche à faire ce qu'on appelle l'éducation financière. Est-ce que vous savez que les gens ont peur du crédit? Parce qu'en effet, ils n'ont pas de projet. Les gens ont peur du crédit. Ils n'ont aucun projet. Sur 100
personnes qui prennent un crédit, 85 détournent l'objet du crédit. C'est-à-dire que quelqu'un prend un projet pour aller cultiver un champ de manioc à Douala, à kilomètre 25. Dès qu'il sort, il achète plutôt une RAV4 avec de l'argent. Et 2 mois après, il n'a plus d'argent de carburant. C'est-à-dire, il y a la mentalité à travailler. Et c'est pourquoi, lorsque vous regardez sur le plan sociologique, les Asiatiques, sur le plan de la mentalité, se développent. Pas parce qu'ils sont allés trop à l'école, ou même parce qu'ils sont exceptionnels, mais parce que sur le plan moral, ils sont en accord avec eux-mêmes. Et je vais vous dire, on a parlé des enseignants tout à l'heure. Est-ce que vous savez que nos enseignements sont en retard, surtout sur le plan de la mathématique? La ville de Guangzhou, en Chine actuellement, est construite à partir des élèves de la terminale qui sortent majors de leur promotion. On les envoie directement dans les écoles de recherche. Et après, on les envoie en Allemagne, aux États-Unis, au Japon. Et ils reviennent construire des villes. Et à partir de la mathématique, tout simplement. Parce que les mathématiques telles que apprises en Asie du Sud-Est, que ce soit en Corée, que ce soit en Chine, au Japon, à Hong Kong, à Taïwan, ils ont une méthode qu'on appelle la méthode confucéenne ou la méthode singapourienne des mathématiques. C'est-à-dire, on ne parle plus des enfants aux enfants de X, Y, Z dans la récurrence I égale à moins Z. Non. Tous ces paramètres grecs ont été balayés. On parle aux enfants de ce qui touche tous les jours. C'est-à-dire, l'apprentissage, la connaissance, c'est l'accord de ce qu'on a trouvé d'apprendre à l'enfant de façon théorique avec ce qui est réel. Et c'est pourquoi, dans certains lycées du Cameroun, vous voyez que les enfants sont suffisamment forts. Les enseignants leur enseignent la physique ou les mathématiques en prenant les choses qu'ils voient tous les jours. Pour faire la factorisation ou les identités remarquables, lorsqu'on parle de 3 avocats, plus 2 maïs, moins 1 maïs, l'enfant trouve facilement. Lorsque vous partez prendre X, Y, Z, epsilon et tout ça, l'enfant ne comprend absolument rien. Donc il y a même le méthode d'enseignement qu'il faut revoir. Il faut revenir sur la méthode de l'Asie du Sud-Est. Et vous voyez l'essor de ces pays. Merci beaucoup, David Kuat. Il ne faut pas avoir honte de copier le bon exemple. Merci, Longuet. Alors, on va parler de politique à présent. Elections Cameroun a clôturé la campagne des inscriptions sur les listes électorales cette semaine, débutée en janvier dernier, clôturée le 31 août 2008. Mais moins de 8 millions de Camerounais inscrits. On parle également du SDF. On a vécu une bagarre spectaculaire à Loum lors du renouvellement de la présidence de cette circonscription. Tel un film hollywoodien, des coups de poing partaient de partout. Reportage. Tension, insultes, bagarres. Voilà l'atmosphère qui a prévalu dans l'après-midi du dimanche 28 août 2022 dans la ville de Loum, département du Mungo, région du littoral, lors des élections à la présidence de la circonscription électorale au sein du Social Democratic Front. À l'origine de ces échauffourées, certains militants ont dénoncé l'illégalité de la candidature du président sortant, par ailleurs 3e adjoint au maire de la commune de Loum, conformément aux résolutions du NEC portant sur le non-cumul de fonctions. Je demande que la candidature illégale de M. François Bruno soit disqualifiée et retirée de la compétition. Cette décision d'appliquer les tests du parti ne va pas contenter plusieurs militants, parmi lesquels le maire Guy Wambo, qui va demander l'annulation du processus électoral déjà enclenché. Quand il y a un problème et qu'on vous a envoyé, vous vous référez à la hiérarchie, vous ne prenez pas les décisions. Ce monsieur est venu avec de très mauvaises intentions. Donc sur ce, je vous dis une chose, on va reporter les élections. Le maire Wambo, dès qu'il soit maire de cette commune, il n'est pas responsable politique. Il est militant de base. On ne peut pas dire être de l'opposition. Dire que le RDP s'en passe ne respecte pas les tests, et être dans l'opposition et refuser de respecter les tests, c'est qu'il y a un problème. Il est hors de question qu'aujourd'hui, qui pense qu'il peut imposer quelqu'un. Ça ne peut pas passer. Les élections ont été suspendues et reportées à une date ultérieure en attendant la réaction du NEC. À la clôture des inscriptions sur les listes électorales au soir du 31 août 2022 pour le compte de l'année Election Cameroun,
Marc le satisfait constate que sur les 368 376 nouveaux électeurs enregistrés, 73% d'inscrits sont des jeunes. Et on observe une augmentation de 155 463 électeurs par rapport à l'année dernière. Au terme de cette opération, nous avons enregistré 338 376 électeurs, parmi lesquels 211 457 hommes, 62%, 126 919 femmes, 38%, 246 669 jeunes, 73%, 305 handicapés, 0,09%. Le fichier électoral non toiletté compte 7 298 244 électeurs. De la bouche du directeur des élections, nous apprenons que la stratégie de quadrillage du territoire aura permis ce score. L'apport des commissions mixtes, l'administration, les élus locaux et les partis politiques n'étaient pas en retrait. Mais dans le viseur, les jeunes qui participent pour la première fois au processus électoral. L'accent a été mis cette année sur l'inscription des jeunes citoyens, ce qui a justifié le lancement des inscriptions dans les universités de Yaoundé 1 et de Yaoundé 2. En général, la révision de 2022 s'est déroulée dans de bonnes conditions auprès des points d'inscription fixes ou mobiles. Le processus d'inscription désormais clos, la réouverture est prévue pour le 1er janvier prochain. Avec une population d'à peu près 30 millions d'habitants, David Kuata, on peine encore à avoir 8 millions d'inscrits sur la liste électorale. À votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer le désintérêt des Camerounais envers les élections? Moi, je pense que c'est la classe politique camerounaise qui aurait, je ne suis pas sûr, c'est la classe politique camerounaise qui aurait peut-être causé un désintérêt. Moi, je suis inscrit. Oui. Et j'ai recommandé aux miens de s'inscrire. Parce que dans tous les cas, on a des droits et devoirs lorsqu'on est citoyen. La classe politique a besoin des voix et donc, je ne comprends pas combien ou comment elle serait désintéressée à voir des millions de personnes s'inscrire sur la liste électorale. Je voulais vous dire, madame, oui, que le fondateur de la démocratie, le général grec Périclès, s'il revenait au monde et était au Cameroun, il devait s'étonner. Il est tout à fait anormal. Oui. Tantôt, il y a certains leaders qui demandent aux gens de ne pas s'inscrire. C'est paradoxal, non? Parfois, ils demandent de s'inscrire. Et parfois, quand on s'inscrit même, il y a tout un ensemble de choses, d'imbroglio. Tout à l'heure, lorsque nous avons vu le reportage de ce qui s'est passé à Loum, ouais, est-ce que ça encourage les gens à s'inscrire? Moi, particulièrement, je connais le maire de Loum, le sortant, M. Gliouaou, ouais, qui est un très bon travailleur. Parce qu'au-delà d'être maire, il a ses activités personnelles. Il était cadre ici à Douala, je le connais. C'est un boursier. Il demande que, est-ce que la politique au Cameroun est devenue un refuge des paresseux, des opportunistes et autres qui pensent que ce n'est que par cette voie qu'on peut aider son pays? Je pense que les gens doivent s'inscrire sur les listes électorales. Je ne comprends pas que chaque soir, dans toutes les villes camerounaises, les snacks, les auberges, les hôtels sont pleins, où les gens se livrent à des imbécilités. Et quand on leur demande de s'inscrire sur les listes électorales, ils ne le font pas. Et vous avez parlé des auberges, ça m'a rappelé une question que j'ai omise lorsqu'on parlait des difficultés des parents pour pouvoir préparer la rentrée scolaire. On vous dira, c'est une rentrée en colère, mais le soir, les bars, les bistrots, les snacks sont pleins, les boîtes de nuit. Ce sont les parents qui se trémoussent et dépensent beaucoup d'argent. Je vous permets d'ouvrir une fenêtre là-dessus pour comprendre cette mentalité des parents. Et en nouveau jargon, on dit, un parent qui danse en boîte de nuit, ça suppose que la rentrée des enfants est en danger. Madame, je voulais vous dire que le sociologue américain, Erwin de Sutherland, a distingué deux types de délinquance. Il y a la délinquance juvénile et la délinquance sénile. Ceux qui se retrouvent au bar ou en boîte en train de danser, s'ils avaient mesuré la portée des responsabilités qu'ils ont pour cette année, pour des enfants, ces enfants doivent demander à naître. C'est nous qui avons voulu donner naissance à ces enfants. Maintenant, sans avoir acheté les livres, les cahiers, sans avoir pensé à prendre un répétiteur pour telle matière où l'enfant ne se sent pas à l'aise, des irresponsables se retrouvent au bar ou bien en train de danser et autres. Et là où ils se trouvent, ils ont la possibilité d'avoir les mêmes choses chez eux. Je ne pense pas qu'en supermarché, si vous voulez acheter du vin ou de la bière ou du whisky, vous voyez chez vous, vous ne le ferez pas. Et ça vous coûte moins cher. Je ne pense pas que pour ces hommes qui ont déjà des responsabilités chez eux, mais qui vont chercher d'autres responsabilités pour ajouter,
ils essaient de galvauder ce qu'on appelle l'échelle de besoins de Maslow. C'est-à-dire, ils n'ont pas encore satisfait un palier. Ils prennent d'autres charges pour ajouter. Et c'est ça qui fait la déliquescence dans notre société. Il y a une assertion qui est très courue, que vous vous inscriviez ou pas, les résultats sont connus d'avance. Vous êtes d'accord avec moi que ce sont des appréhensions qui ont contribué à polluer le dynamisme des citoyens camerounais à s'investir dans la chose politique? C'est une désinformation. C'est une malhonnêteté intellectuelle. Je vais vous dire que dans les mairies, tous les maires et leurs adjoints ne sont pas tous du parti au pouvoir, à ce que je sache. Cela signifie que si quelqu'un veut être adjoint au maire d'une ville, il suffit juste de mobiliser en fonction de la démographie 500 ou 1000 personnes. Là, il est adjoint au maire. Mais les gens, au lieu de le faire, se retrouvent dans des bars. Au lieu d'aller expliquer la politique, ils se retrouvent dans les bars pour jeter l'opprobre, pour renvoyer tous les plaies de l'Égypte antique sur l'administration. Or, ils doivent faire le devoir, ils doivent faire le temps. Pendant 40 ans qu'ils disent que rien n'a changé, qu'est-ce qu'eux-mêmes ils ont fait pour changer? Même eux-mêmes, même dans leur famille eux-mêmes. Alors, David Kuat, parmi ceux qui accusent le gouvernement de tous les péchés d'Israël, il y en a qui parlent de l'absence de la carte nationale d'identité, qui à longueur de temps circule avec le récépissé qui est renouvelé et justifie le fait qu'ils ne soient pas inscrits sur les listes électorales. Ils disent qu'ils n'ont pas de CNI. Qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire pour mettre un terme à cela et attirer le maximum de personnes à les inscrire sur les listes électorales? Je veux vous dire sincèrement que, s'agissant des cartes nationales d'identité, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Ceci étant dit, lorsque vous établissez votre carte d'identité, vous avez le récépissé. Ce récépissé peut déjà vous aider à poser un certain nombre d'actes. Maintenant, ne me dites pas qu'au commissariat de Douala 1er, ou de Yaoundé 1er, ou de Garoua 1er, que tous ceux qui ont fait la carte d'identité en janvier 2022 n'ont pas reçu ces cartes. Il s'agit de quelques brebis galeuses. Il s'agit de quelques canards boiteux qui, pour justifier leur irresponsabilité sur le plan politique et sur d'autres plans, disent qu'il n'y a pas la carte d'identité. Vous ne minimisez pas le fait qu'il y ait des Camerounais qui attendent leur CNI depuis longtemps, ils ne les ont pas. Madame, au-delà de ces revendications relatives à la carte nationale d'identité, revenons sur la probabilité. Bernard parle de la probabilité. Selon vous, quel pourcentage de population en âge de voter n'a pas eu de carte d'identité? Je peux vous dire que ce n'est même pas 1%. D'accord, c'est entendu. Eh bien, nous allons nous intéresser à tout à fait autre chose à présent. On parle de la circulation routière avec ces agents communaux qui brutalisent, tyrannisent les usagers de la route, des pratiques qui ne sont pas du goût du préfet du département du Vouri. Reportage Junior Oussan Ritienda. Ils se servent très souvent de la violence pour interpeller les conducteurs de mototaxis et véhicules dans la ville de Douala, poussant ces derniers à perdre parfois le latin. Ils étaient à deux qui m'ont pris. Ils ont donné les cartes tickets, ils m'ont remis maintenant que trois tickets, les tickets de présence. Pour montrer que c'était à la rue. Ils travaillent pour le compte des mairies d'arrondissement. Leur mission, procéder au contrôle et au recouvrement de la vignette unique des autobus, taxis, mototaxis et tricycles, ainsi qu'à lutter contre le désordre urbain. Quand quelqu'un n'a pas ce ticket, ni le ticket, ni l'impôt, ni le ticket, ça nous amène vraiment à l'envoyer en fourrière, auquel il nous traite de méchants et de tout. Eux, ce sont les agents auxiliaires de mairie d'arrondissement qui parfois agissent au-delà de leur mission en se substituant tantôt à la police municipale, tantôt à la police nationale. Nous faisons recours aux différents syndicalistes des mototaximens pour nous aider à mettre de l'ordre dans ce secteur. Alors nous passons donc par les syndicats et ces syndicats procèdent donc à des interpellations que tout le monde voit, des interpellations qui sont quelquefois
assez violente. À Douala, ces membres des syndicats de transport procèdent au contrôle de la carte grise, du permis de conduire et de toute autre infraction relative à la sécurité routière. Fort de ce constat, le préfet du département du Vouri a réagi. Dans une correspondance adressée aux différents maires, il demande à ceux-ci d'instruire à ses agents de cesser dans les brefs délais tout contrôle routier autre que celui du paiement des taxes communales. David Kuat, vous êtes automobiliste, je vous ai parfois vu faire du jogging, donc vous observez ce phénomène. Comment vous réagissez? Ça me fait peur. Et je condamne avec la dernière énergie. C'est presque tous les jours que je vois cela. Parfois, je suis obligé d'intervenir. C'est-à-dire, je sors ma carte professionnelle, j'interviens. Moi, je pense que les usagers ne sont pas des animaux. Et la façon de les interpeller, c'est même pas par la violence, la bagarre et autres. Mais au demeurant, il faut comprendre que ces agents municipaux ne sont pas formés. J'ai fait une petite enquête dans 2 arrondissements de Douala. Ouais. Et j'ai vu que la plupart sont des délinquants eux-mêmes. C'est-à-dire, avant d'arriver au lieu de contrôle, soit ils prennent un peu de whisky, soit ils prennent d'autres produits, et ils sont dans un état second. C'est très grave. Je ne comprends pas que vous puissiez apostropher un automobilisme, parfois sous la pluie, et vous le renversez avec son client. C'est condamnable. Et je pense que le préfet du Vouri est dans son rôle d'interpeller les maires. Vous savez qu'au niveau des mairies, parfois c'est sous-traité. C'est-à-dire, il y a des personnalités qui travaillent avec la mairie et qui recrutent des agents pour venir les aider à recouvrer leur argent. Mais je pense que même dans le recouvrement, au niveau des impôts, il y a une certaine façon de le faire. Et d'ailleurs, par rapport aux chiffres éloquents que vous avez cités tout à l'heure pour les impôts, je tiens à féliciter le ministre des Finances et le directeur général des impôts, que je connais particulièrement, pour le travail qu'ils font. C'est-à-dire, on est en train d'amener les gens à sortir du maquis. À tout moment, vous pouvez aller voir un chef de centre. Vous lui dites que depuis, il fonctionne, mais je n'ai rien déclaré et autres, et vous trouvez un terrain d'entente. C'est comme ça qu'on fait partout dans le monde. Ça stoppe un peu la délinquance fiscale. Ça stoppe la délinquance et puis les gens peuvent faire les affaires normalement. Merci beaucoup. Alors, nous sortons au sport en parlant des résolutions de la dernière Assemblée générale du comité exécutif de la FECAFOOT qui s'est tenue ici à Douala. C'était précisément le samedi 27 août dernier. Les résolutions continuent à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Parmi elles, la dissolution de la Ligue de football professionnel au Cameroun. Le président de la dite Ligue, le général Pierre Semengue, a contesté cette dissolution, mais entre-temps, il y a un comité transitoire qui a été mis sur pied avec un bureau. Reportage Marc Chouammo. Voici le nouveau patron du football professionnel au Cameroun. Pierre Boudjiko Yukika remplace à la tête du comité transitoire du football professionnel le général Pierre Semengue. Comme il fallait s'y attendre, Pierre Semengue paye le prix de sa contestation de la décision de l'Assemblée générale ordinaire de la FECAFOOT de samedi dernier qui a dissous la Ligue de football professionnel du Cameroun en abrégé, LFPC, dont il est le dernier président en date. Mercredi, soit 2 jours après cette communication, Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, a décidé de réorganiser ce comité qui va gérer les championnats d'élite 1 et 2 cette année encore, à titre provisoire. Pierre Boudjiko Yukika et Faustin Blaise Bida, également nommés comme secrétaire général du CTFP, sont les mandataires de la fameuse Assemblée générale majoritaire de 2009 qui a rendu possible la victoire de la FECAFOOT au TAS il y a quelques jours. Difficile de ne pas percevoir ces nominations comme des récompenses pour l'enterrement du dossier AG 2009 au niveau du tribunal arbitral du sport. André-Noël Essiane, PCA de Colombe du Sud, reste premier vice-président. Charles Belamoki fait son entrée comme deuxième vice-président. 5 membres sont concernés par cette réorganisation au comité transitoire du football professionnel, dont Jean-Paul Akono et Marthe Mouara, alias Dinali, qui conservent tous de leur place. Le membre du comité exécutif de la FECAFOOT, Abdoul Karimou, les rejoint pour continuer la difficile mission d'implantation du professionnalisme dans les championnats camerounais. Le maçon sera jugé au pied du mur dès le 15 octobre prochain, date de démarrage de la MTN Elite 1. Alors,
10 mois après la prise de la citadelle de Tinga, qui sert de siège à la FECAFOOT et dont Samuel Eto'o-Fils en est le président, ces décisions sont jugées de spectaculaires. On peut prendre plusieurs exemples. Le limogeage de l'ancien SG, de la responsable marketing, le limogeage de Tony Conchitao. Et depuis quelques jours, la suspension de la Ligue de football professionnel au Cameroun. Changement d'un équipementier ô combien célèbre à quelques jours du grand rendez-vous du football mondial. Dites-nous, jusqu'où Samuel Eto'o-Fils peut-il aller pour l'embellir du football camerounais, pour améliorer le confort du football camerounais et partant l'image des lions indomptables? Je voulais vous dire que le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o, a souhaité que le Cameroun remporte la Coupe du Monde. Pour y parvenir, il y a un travail à faire. Je pense sincèrement que avant qu'Eto'o n'arrive à la FECAFOOT, il a eu le temps d'étudier et de comprendre comment fonctionne cette maison. À la FECAFOOT, il y avait un ensemble de faucons autour du football. Maintenant, devenu président de la FECAFOOT, pour travailler avec les mains libres et le coude franche, il lui fallait faire ce qu'on appelle un nettoyage. Et nous constatons que dans l'équipe transitoire qui vient de constituer, il y a un ensemble de responsables que nous connaissons pour leur dynamisme et pour leur travail. Parce qu'il faut voir que certains Camerounais croient qu'ils doivent travailler toute la vie et que les autres n'ont rien à faire. Surtout ceux qui sont des acteurs. Lorsque voit par exemple le président de Colombe de Saint-Mélema, M. Essia, lorsqu'il regarde Bela Mouki et tout le travail qu'il a fait à Limbe et environ, et même dans le football, je crois que c'est lui qui était le président de Dialakouane. Lorsqu'il regarde Jean-Paul Akono, tout ce qu'il a fait pour ce pays et autres, il mérite quand même le travail. Je voulais vous dire que jusqu'à présent, nous souhaitons qu'Eto'o puisse continuer cette révolution et qu'on puisse avoir des fruits. Parce que le football camerounais ne peut pas avoir eu tant de lauriers et les fruits, ce sont des carnivores, des ichthyosaures et des dinosaures de toutes sortes qui n'ont rien à voir avec le football, qui passent leur temps à manger. Donc, nous disons à Samuel Eto'o-Fils qu'il aille de l'avant. Il a notre soutien. Ce sera le mot de fin pour cette édition de la rétrospective de l'information sur Canal 2 International. Nous disons David Kuata, merci. Madame, c'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, merci d'être là tous les dimanches. Merci de nous faire confiance. La rétrospective de l'information, c'est votre émission, c'est votre rendez-vous qui vous permet de revisiter la semaine écoulée, les faits marquants de la semaine. N'oubliez pas, la rediffusion, c'est tous les lundis à 9h. Quant à moi, je vous retrouve à 13h en compagnie d'Henri Kedjan dans le format du 13h bilingue de l'information. Le prochain rendez-vous avec la rétro, ce sera dimanche prochain à la même heure sur la même chaîne, Canal 2 International. Restez des nôtres, prenez soin de vous. Bonne rentrée scolaire à tous les élèves, les enseignants et aussi les parents qui ont préparé cette rentrée scolaire. Merci d'être des nôtres. Allez, à bientôt. Portez-vous bien.